échanges avec une intervention de la Direction générale des collectivités locales. J'invite Cécile Raquin et Thomas Fauconnier à bien vouloir nous rejoindre. Il reste une place avec les participants et puis une place au pupitre. Comme ça permettra, sur les propos qui seront ceux de la DGCL, de compléter les propos et puis de rebondir. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Permettez-moi peut-être, juste en commençant, de vous adresser mes meilleurs vœux pour cette année. Malgré le contexte budgétaire un peu difficile, je vous souhaite quand même de beaux projets locaux sur cette dernière année de mandat. Et puis, je vous propose peut-être de commencer justement par un rappel de quelques chiffres sur les intercommunalités, très brièvement, pour vous dire que quand on regarde, nous, les chiffres qu'on a de la DGFiP sur la dernière situation des opérations comptables, donc de novembre 2024, on constate, vous le savez, un très fort dynamisme de l'investissement. Donc on voit plus 10% sur l'année glissante en investissement et des recettes d'investissement qui sont elles-mêmes dynamiques avec 13,6%. Mais sur le fonctionnement, vous l'avez dit, une année plus difficile avec des dépenses de fonctionnement qui ont été plus dynamiques que les recettes et une épargne brute qui tend à reculer, mais qui reste au-dessus quand même du niveau de 2022. Alors cette année 2024, elle était aussi caractérisée par un fort soutien de l'État avec des dotations d'investissement qui restaient élevées, 2 milliards de fonds verts en 24, vous l'avez dit, 2 milliards de dotations des CIL, des ETR, des PV pour la politique de la ville, des sites pour les départements. Donc il y avait quand même ce fort soutien et puis une dotation titre sécurisé qui était 100 millions d'euros, aménité rurale qui a été créée pour les communes, 100 millions, et surtout une hausse de DGF financée par l'État de 320 millions d'euros. Donc on voit là que par rapport à cette année 24, on rentre dans des temps plus incertains, vous l'avez dit, et surtout dans des temps d'économie. Alors j'y reviendrai en vous disant un mot pour compléter ce qui a déjà été dit sur les grandes orientations de la loi de finances, mais je commence par la loi spéciale. Pour vous dire sur la loi spéciale que celle qui a été adoptée en fin d'année permet évidemment, comme le disait le président de la délégation aux collectivités territoriales de l'Assemblée, de verser les dotations de l'État aux collectivités territoriales, donc de recouvrir la notion d'une part de services votés, mais aussi les prélèvements sur recettes de l'État, ce qui permet de nous assurer de verser la DGF par 12e, comme on le fait traditionnellement en début d'année, sur la base des montants de DGF 2024. Ça permettra aussi de verser le fonds de compensation de la TVA, donc recettes d'investissement, et effectivement, sans cette précision, ça n'aurait pas été garanti. Donc les collectivités, sur la loi spéciale, elles vont percevoir l'ensemble des crédits qui composent les moyens de fonctionnement, donc la DGF dans toutes ses composantes, les dotations globales de décentralisation, les fractions de fiscalité relatives à la compensation de transfert de compétences et les prélèvements sur recettes qui sont alloués au titre de compensation, d'exonération ou de suppression d'impôts locaux. Donc, dans des conditions qui sont celles de la loi de finances pour 2024. Et comme je vous le disais, pour la DGF, c'est bien au niveau du montant national voté en 2024, donc que ces montants sont répartis par 12e. Et je reviendrai ensuite sur la répartition de la DGF 2025, puisque c'est un sujet en soi. En matière de fiscalité, là aussi, on peut être tout à fait rassurant. Vous avez vu la communication, je pense, de la DGFiP. Les 12e seront versés le 27 janvier prochain. Ensuite, le rythme mensuel sur le 20 janvier sera repris. Et finalement, en matière de fiscalité, il n'y a pas trop de spécificité cette année, puisque tous les ans, la fiscalité est versée par 12e selon les produits de l'année précédente. Par contre, et ça vous l'avez aussi indiqué, il y a une spécificité sur les dotations d'investissement de l'État, puisque ne rentrent pas dans le cadre des services votés toutes les dépenses qui sont considérées comme discrétionnaires. Donc les dépenses de type DSIL, DETR sont considérées comme des dépenses dites discrétionnaires et donc elles ne seront mises à disposition des préfets qu'après le vote de la loi de finances. Il faut dire quand même que
à ce stade, on peut relativiser le sujet parce que, en théorie, tous les ans, la gestion de l'État, elle s'ouvre plutôt au 15 février. Ne serait-ce parce que, vous le savez, en début d'année, les ministères établissent la programmation des crédits. Il faut ensuite faire viser par Bercy. Les CBCM regardent les programmations et ensuite les délégations peuvent se faire. Donc, de toute manière, les crédits, ils sont mis à disposition des ministères tous les ans, plutôt vers le 15 février. Le sujet se poserait dans des termes compliqués si on n'avait pas de loi de finances fin février, début mars. Là, on prendrait du retard par rapport à une gestion habituelle, mais là, pour le moment, on est dans des choses qui sont assez classiques. Un autre point quand même important sur ce qui relève des dotations d'investissement et de la contractualisation de l'État, c'est que des crédits qui peuvent être inscrits dans des contrats peuvent être aussi considérés comme des crédits dits discrétionnaires au sens budgétaire. C'est-à-dire que des crédits, par exemple des contrats de plan, ou inscrits dans un CRTE, relèvent pas pour autant de la notion de service voté, parce qu'ils sont soumis au principe d'annualité budgétaire, et donc même s'il y a une contractualisation pluriannuelle avec l'État, c'est toujours sous réserve de la disponibilité des crédits et du vote de la loi de finances. Et donc là aussi, sur tous ces types de crédits qui sont contractualisés avec l'État, on attend la loi de finances pour pouvoir les déléguer au préfet. Donc ça va relever par exemple des crédits des projets qui sont financés traditionnellement par le FNAT, FNADT, le programme 112, ou des crédits par exemple politique de la ville sur le programme 147, rentrent dans cette catégorie où on doit faire du cas par cas, et par anticipation, on pourra verser certains types de crédits, mais si on démontre que c'est une dépense absolument récurrente qui est indispensable au fonctionnement d'un service public, ou qui mettrait un acteur, par exemple une association, en difficulté parce qu'elle a tous les ans la subvention à telle date. Bon voilà, encore une fois, le sujet à ce stade, il est quand même globalement assez théorique, mais s'opposerait vraiment à compter du mois de mars si on n'avait pas le vote de la loi de finances, mais nous sommes confiants à cet égard. Alors, je vous dis peut-être un mot justement de ce projet de loi de finances qui est en cours de discussion. Alors, vous le savez, parmi les grandes mesures qu'il y a sur le volet collectivité territoriale, à ce stade, le Sénat a voté une hausse de la DGF de 290 millions d'euros, qui permettrait de financer en fait les dotations de péréquation des communes par l'État, donc par abondement externe et non au sein de l'enveloppe normée de la DGF. Donc 140 millions d'euros pour la dotation de solidarité urbaine et 150 pour la DSR. Et ensuite, il a procédé aussi à un certain nombre d'ajustements de critères de la DGF. Alors, ce qu'il faut savoir sur le sujet de la DGF, c'est que normalement, on l'a répartie pour le 31 mars, vous le savez. Compte tenu des circonstances, nous ne sommes pas en mesure de dire si nous la répartirons pour le 31 mars. Donc moi, j'ai bien entendu ce que vous avez indiqué sur les dates de vote des budgets locaux. Il est quand même probable, et même plutôt certain, que cette année, nous ne serons pas en capacité de répartir au 31 mars, mais plutôt, nous l'espérons, en début avril, un peu plus tard, d'un délai le plus court possible. Mais il faut savoir que le Sénat, l'Assemblée n'a pas regardé la partie 2 du PLF, comme vous le savez, mais le Sénat l'a fait, et il a voté, pour le moment, un certain nombre d'ajustements de critères de la DGF. Donc, nous, quand la DGF, elle bouge, s'il y a des nouvelles données à collecter maintenant, des nouveaux critères à paramétrer dans les machines, etc., en fait, il n'est pas possible de répartir la DGF au 31 mars parce que nous n'avons pas de visibilité sur la stabilité de ces critères et des données à utiliser aujourd'hui. Donc ça, c'est un vrai sujet de préoccupation pour nous, que nous faisons valoir aussi dans le cadre de la finalisation du PLF, pour être en mesure de répartir quand même la DGF dans un délai raisonnable. Alors après, vous le savez, le CGCT prévoit que les budgets sont repoussés d'autant de jours que de délais après la publication de la DGF et des bases des impôts locaux. Donc, si la DGF est connue en avril, il y aura un délai supplémentaire de 15 jours pour voter les budgets. Donc ça décale d'autant le vote des budgets locaux, mais je voulais partager ce point avec vous en toute transparence. Ce n'est pas une situation qui nous satisfait. Ensuite, dans le PLF, quelques dispositions sur le PIC notamment, mais qui concernent essentiellement les EPT de la métropole du Grand Paris pour prendre en compte une décision du Conseil constitutionnel qui a obligé au retour au droit commun.
Et puis enfin, vous le savez, il y avait un certain nombre de dispositions fiscales qui sont prévues donc, à ce stade dans ce qui est voté par le PLF et qui, bien sûr, sont sous réserve du vote final, ne peuvent pas s'appliquer par anticipation. C'est évident. Donc ces dispositions, pour les citer rapidement, il y a une hausse de la tarification de la taxe d'incinération des déchets, des sujets sur le versement mobilité, à la fois pour les AOM et pour les régions, l'ajustement des mécanismes d'exonération des taxes grises pour les régions et le déplafonnement du taux, qui est à ce stade voté par les régions, la hausse du plafond des DMTO pour une durée de 3 ans de 0,5 points pour les départements. Donc voilà, tous ces sujets qui sont encore aujourd'hui en discussion au Parlement sur le plan de la fiscalité. Et puis, enfin, sujet mais pas des moindres, vous l'avez indiqué, il y a la question de ce qui est appelé maintenant le dispositif de lissage conjoncturel, donc le DILICO, c'est le nom que lui a donné le Sénat, c'est le mécanisme d'économie sur les budgets locaux, donc qui consiste en fait à reprendre un certain nombre de recettes fiscales par une forme d'écrêtement à la source. Donc pour les intercommunalités, dans le texte qui est sorti du Sénat, c'est 250 millions d'euros. Qui donc serait appliqué en fonction d'un critère de potentiel fiscal et d'un critère de revenu par habitant, avec une limitation qui est une garantie constitutionnelle à 2% des recettes réelles de fonctionnement maximum. Ça concernerait à ce stade 131 EPCI pour un montant moyen de 9 € par habitant. Et au total, donc, ce serait 1099 collectivités qui seraient concernées par ce 99 collectivités qui seraient concernées par ce prélèvement. Donc 1906 communes selon nos simulations, 12 régions et 50 départements. Donc voilà dans la dernière version donc, des discussions, je crois, entre en tout cas le Sénat, l'Assemblée et le gouvernement, sans préjuger bien sûr de ce qui sera l'issue de ces discussions. Mais cette économie donc, est d'1 milliard d'euros demandée aux collectivités, auxquels s'ajoute, vous l'avez indiqué, l'écrêtement de la dynamique de TVA, donc, qui est évalué à 1,2 milliard d'euros sur l'année 25. Voilà peut-être pour ce petit panorama. Je conclus juste en vous disant que nous avons un certain nombre de chantiers ouverts pour cette année. On travaille très étroitement avec Intercommunalité de France sur ces chantiers qui sont techniques, mais pas seulement. Le budget vert, par exemple. Et puis on a le sujet de la mise en place du compte financier unique qui est devant nous avec des ordonnances qui vont bientôt être mises en consultation des associations d'élus. Et puis, bien sûr, moi j'ai entendu vos appels à la discussion, à la préparation anticipée du PLF 26. Et vu le contexte, je pense évidemment que c'est absolument nécessaire. Et sous l'autorité des ministres, nous serons vraiment à votre disposition pour y travailler dès le vote de cette loi de finances et anticiper la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la Directrice Générale, de ces précisions. L'exercice n'est pas facile puisqu'on est dans un contexte très mouvant, donc merci beaucoup de votre présence. Je suis sûr que votre présentation a amené des questions dans la salle. On a peut-être le temps d'en prendre une ou deux. Il y a des micros qui vont de nouveau circuler et Madame Raquin et Monsieur Fauconnier pourront répondre. Et il y a peut-être parmi les intervenants aussi des questions ou des remarques sur les propos de Madame la Directrice Générale. Juste dire notre solidarité avec les services de la DGCL qui vont aussi devoir faire avec des délais contraints. On se plaint, mais c'est bien aussi de parfois dire un message amical de soutien aux fonctionnaires de l'État qui eux aussi subissent la période avec tout ce que ça veut dire d'incertitude et pour préparer tout ce qui est en lien avec les collectivités pour ce qui concerne la DGCL, mais plus globalement dans leur vie quotidienne. J'entends leur inquiétude également. Juste une réaction sur le fait que le délai de vote de nos budgets pourrait être reporté à due concurrence du décret de répartition de la DGF. Je pense que, enfin, je ne sais pas, j'en sais rien, mais je pense qu'on ne va pas être beaucoup à utiliser ça parce que s'il y avait
que ça dans le budget à un moment de nos collectivités. Voilà, il y a d'autres sujets qu'il faut qu'on vote, qu'on avance. Mais bon, entendons qu'on a un peu plus de temps si on le souhaite. Non, j'allais dire vos pronostics de calendrier, mais je pense qu'il y a trop d'incertitudes aujourd'hui pour que vous puissiez vous prononcer, donc je ne vais pas vous mettre dans la difficulté, Madame la directrice. Non, j'avais juste une autre idée, mais j'ai oublié. Je ne sais plus. Bon, je reprendrai le micro si j'ai pas. Une main par là-bas, si vous voulez bien vous présenter. Merci. J'aurais une question à poser à la DGCL concernant le texte de l'ancien, article 64, le DILICO qui a été voté donc pour les intercommunalités. Il est prévu un raisonnement sur le potentiel fiscal et sur le revenu par habitant. Or, le potentiel fiscal des différentes catégories de PCI ne se calcule pas de la même manière. En particulier, le taux de valorisation de la CFE est de 26,70 pour les communautés d'agglomération, de 7,41 pour les communautés de communes à fiscalité additionnelle. Est-ce qu'il est prévu de revenir sur le mode de calcul qui est celui aujourd'hui pour le calcul de la DGF de chaque PCI, c'est-à-dire le rapport du potentiel fiscal au potentiel fiscal moyen de catégorie? Alors, je n'ai pas pris le texte du DILICO avec moi, mais ce que je peux vous dire, peut-être M. Fauconnier complétera, c'est qu'on se fonde sur des données qui sont, qui sont déjà connues. C'est-à-dire que le potentiel fiscal, alors là, je ne peux pas vous dire ce qu'on vise exactement, si c'est bien celui du potentiel fiscal des intercommunalités dans la DGF, je pense que c'est ça. Et en tout état de cause, donc, nous n'adaptons pas de critères dans ce cadre. C'est vraiment des données qui sont... des critères qui sont déjà existants. Il y aurait encore une question? Oui, puisqu'on est là à compter chaque dizaine de milliers d'euros, il a été évoqué à un moment une modification de la DCRTP, la dotation de compensation de la taxe professionnelle, qui avait un impact non négligeable dans les budgets d'un certain nombre de nos collectivités, dont je n'ai pas entendu reparler. Je voulais savoir si vous aviez une visibilité là-dessus, Madame la directrice. Oui, alors effectivement, vous faites référence à la baisse des variables d'ajustement qui sont prévues dans le PLF et qui portent en particulier sur la DCRTP. Alors effectivement, cet article ne fait plus l'objet de discussion, mais je pense parce qu'il y avait tellement de sujets cette année que finalement, mais cet article est bien dans le texte et c'est une baisse de 487 millions d'euros pour les collectivités et qui portera sur la DCRTP pour les intercommunalités. Si je peux me permettre, sur le dispositif autour du versement mobilité, est-ce qu'on sait vers quoi on pourrait atterrir dans les jours qui viennent? Non, alors je préfère être très prudente parce que ce sont vraiment des arbitrages politiques, c'est pour ça que je les citais. Et à ce stade, voilà, je réserve les décisions aux politiques. Est-ce qu'il y a encore des questions dans la salle? Non. Eh bien, écoutez, je remercie les intervenants à cette présentation et à cette table ronde. Je remercie bien évidemment l'animateur d'avoir fait animer ces débats. La suite du programme, donc c'est pour ceux qui restent à la cérémonie de vœux d'Intercommunalité de France. Ça se passe, je vois rien du tout dans la salle, mais ça se passe dans une salle qui est sur le côté à droite quand vous êtes rentrés. C'est dans les minutes qui viennent. Et pour la suite des travaux de la journée finance, ce sera à 14h30 ici. On aura évoqué dans la matinée l'année 2025 et cet après-midi, on va essayer de se projeter, enjamber les contraintes de l'année 2025 si cela est possible, pour se projeter dans le futur mandat qui débutera en 2026. Mais ça, ce sera pour cet après-midi à 14h30 ici. Et pour l'instant, on vous attend pour notre cérémonie de vœux. Merci à tous.